Bienvenue sur Inside News Review pour la deuxième partie de notre analyse sur les solutions aux groupes armés en République démocratique du Congo. Dans la première partie, nous avons établi un diagnostic en 5 points. Premier constat, le DDR classique échoue depuis 25 ans. Le taux de réengagement a grimpé de 40% à 70% à cause du sous-financement et de l'impunité. Deuxième constat, les menaces résiduelles, comme l'ADF, les FDLR ou les Wazalendo, persisteront après le retrait des forces étrangères. Troisième constat, l'économie de guerre génère entre 2 et 3 milliards de dollars par an. Quatrième constat, la crise foncière et identitaire reste le terreau de la violence. Cinquième constat, des solutions existent, de la bancarisation des soldes à la justice hybride. Aujourd'hui, nous analysons les limites de ces solutions et la feuille de route réaliste. Pour avancer vers une paix réelle, nous devons d'abord purger notre stratégie des remèdes qui se sont avérés être des poisons. Trop souvent, la diplomatie s'est accrochée à des solutions de facilité qui n'ont fait qu'alimenter le cycle du chaos. Il est temps de porter un regard critique sur les solutions impossibles, pourquoi les recettes du passé condamnent l'avenir, afin de comprendre pourquoi l'intégration militaire aveugle ou le rêve d'une victoire purement guerrière sont des impasses. Il est essentiel de déconstruire les idées reçues qui mènent systématiquement à l'échec. La première de ces solutions impossibles est l'intégration militaire sans vérification des antécédents, ce fameux brassage qui a injecté 25 000 rebelles dans les FARDC entre 2003 et 2023. En incorporant des groupes armés sans évaluer leurs crimes, l'État a inoculé le virus de l'indiscipline et de la prédation au cœur même de son appareil sécuritaire. L'exemple de Beni illustre ce drame. Alors que l'armée combat nominalement les ADF, certains officiers collaborent avec l'ennemi pour le contrôle des mines ou des péages routiers. L'opinion publique rejette désormais catégoriquement cette prime à la rébellion qui permet à des groupes comme le M23 d'espérer un partage du pouvoir militaire. Tout accord, qu'il vienne de Washington ou de Doha, qui contournerait le vetting, la vérification des officiers, ne ferait que préparer la prochaine mutinerie. La deuxième illusion est celle de la partition ou balkanisation. Bien que ce spectre soit omniprésent dans le discours politique pour galvaniser les foules, l'analyse sociologique montre qu'aucun groupe armé ne cherche réellement à créer un État indépendant. Le M23 lui-même, malgré l'installation d'administrations parallèles à Bukavu ou au Nord Kivu, cherche avant tout à influencer Kinshasa et à sécuriser ses rentes économiques. Le sentiment national congolais est paradoxalement renforcé par la crise. La partition ne serait pas une solution, mais le déclencheur d'une guerre de frontières perpétuelle. Troisièmement, l'idée d'une victoire militaire totale par une approche purement cinétique est une chimère géographique. La forêt dense et les montagnes de l'Est offrent des refuges inépuisables. L'opération Shuja contre les ADF a prouvé que les succès tactiques ne sont pas stratégiques. En détruisant des camps à Beni, on a simplement poussé le groupe à se disperser vers l'Ituri, étendant la zone de conflit. Sans volet politique et économique, l'armée ne fait que remuer un nid de guêpes. De même, la tutelle internationale est une impasse diplomatique. Elle serait perçue comme une recolonisation et unirait tous les acteurs contre l'occupant. Une ligne rouge que même le Conseil de sécurité, sous l'influence de la Chine, se refuse à franchir. Enfin, le désarmement total sans alternative économique est une condamnation à la récidive. Désarmer 500 000 combattants pour les laisser dans une pauvreté où l'on vit avec moins $1 par jour, c'est garantir leur retour en brosse sous un nouveau nom. La création d'emplois n'est pas un bonus du DDR, c'est sa condition d'existence. Si nous voulons sortir de l'hypocrisie diplomatique, nous devons confronter les réalités que les plans de paix officiels préfèrent occulter. Les accords de Salon échouent car ils ignorent les forces tectoniques, régionales, démographiques et sociales, qui commandent réellement la violence. Penchons-nous sur les dimensions ignorées, les vérités taboues qui sabotent la paix, pour comprendre pourquoi aucun plan ne fonctionnera
tant que le rôle du Rwanda et le choc de la jeunesse ne seront pas traités frontalement. Pour comprendre pourquoi la paix nous échappe, il faut examiner ce que les plans internationaux occultent systématiquement. La première dimension est le rôle du Rwanda comme condition sine qua non. Tant que Kigali perçoit un avantage géostratégique ou économique à maintenir une zone tampon, le M23 persistera. Avec près de 7000 soldats rwandais identifiés en RDC fin 2025. Il est illusoire de traiter le conflit comme une simple rébellion interne. Le discours public évite de pointer Kigali pour ménager les étiquettes diplomatiques, mais la réalité impose un grand bargain régional. La solution ne viendra pas de pourparlers bilatéraux RDC-M23, mais d'un accord global impliquant l'Union africaine et les bailleurs, offrant au Rwanda des garanties de sécurité contre les FDLR et des débouchés économiques légaux en échange d'un retrait total. La deuxième dimension ignorée est la pression démographique. La mathématique est implacable. La RDC compte 40 millions de jeunes, et ce chiffre atteindra 60 millions en 2030. Face à une demande de 9,6 millions d'emplois par an, l'État n'en crée qu'un peu plus d'1 million. Le DDR, qui traite quelques milliers de combattants, est une goutte d'eau dans un océan de chômage. Sans une politique industrielle massive, le recrutement milicien restera le principal employeur de l'Est. Cette urgence démographique se double d'une pathologie structurelle, les enfants soldats. Entre 10 000 et 15 000 mineurs sont broyés par les milices, subissant des traumatismes que les programmes standards sont incapables de soigner. Les mutilations, les attaques à l'acide et les abus sexuels laissent des cicatrices que les écoles et les familles, par peur ou par honte, refusent souvent de prendre en charge. Sans un soutien psychosocial spécialisé et coûteux, ces enfants deviennent les recrues violentes de demain dès l'adolescence. Enfin, le genre reste le grand angle mort. Plus de 200 000 femmes ont été violées et 30 000 autres sont des combattantes de l'ombre, servant de porteuses ou d'esclaves sexuels. Parce qu'elles n'ont pas d'armes à rendre, elles sont exclues des bénéfices du DDR. Elles retournent dans des communautés qui les stigmatisent, portant souvent des enfants nés de viol, sans aucun accès à la santé reproductive ou au microcrédit. Pourtant, l'espoir réside dans les succès partiels que les médias ignorent. Les dialogues locaux à Mwenga ou les systèmes d'alerte communautaire ont prouvé que la base, c'est négocier des trêves efficaces. La paix ne sera pas décrétée d'en haut. Elle doit s'appuyer sur ces mécanismes locaux de résilience que l'on s'obstine à ne pas financer. Une fois les erreurs dénoncées et les tabous levés, une trajectoire se dessine. Elle n'est ni simple ni rapide, mais elle est la seule qui puisse garantir une stabilité durable. Il s'agit de passer d'une gestion de crise à une vision d'État sur le long terme. Découvrons la feuille de route, une approche DDRR intégrée sur 20 à 30 ans. Un plan Marshall pour la sécurité qui lie le retrait des troupes étrangères à la réforme profonde de la justice et de l'économie. Le consensus des experts en 2024-2025, incluant Accor, le GIC Network, le Pôle Institute et le RIST de Bukavu, converge vers une approche DDRR adaptative intégrée rejetant le simplisme du DDR seul. L'acronyme DDRTER comprend 6 éléments interconnectés. Désarmement pour la collecte volontaire des armes et la vérification. Démobilisation pour le départ formel des structures militaires. Réhabilitation pour la déradicalisation des ADF et de la Codeco sectaire et la resocialisation psychosociale. Réintégration pour les emplois, les allocations et le retour communautaire. Rapatriement pour le retour des troupes étrangères rwandaises, ougandaises et burundaises. Réconciliation pour la justice transitionnelle et le dialogue communautaire. La phase 1 de stabilisation immédiate couvre les mois 1 à 24. Les objectifs incluent le retrait complet du Rwanda et le désengagement du M23, l'initiation de la reddition ou du rapatriement des FDLR, le repositionnement des FARDC et la transition MONUSCO avec un retrait graduel planifié. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2808 le 20 décembre 2025,
prolongeant le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026 et maintenant un plafond autorisé de 11 500 personnels militaires, 600 observateurs militaires et officiers d'état-major, 443 personnels de police et 1 270 personnels d'unités de police constituées. La mission continue d'opérer sous le chapitre 7 de la Charte de l'ONU, habilitant la mission à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, neutraliser les groupes armés et soutenir la stabilisation. Tout en reconnaissant les préparatifs pour le retrait éventuel de la MONUSCO, le Conseil a souligné que tout retrait doit être graduel, responsable et basé sur les conditions. La résolution appelle au renforcement des capacités de sécurité nationale avant toute transition. Les défis majeurs incluent la volonté politique du Rwanda comme facteur externe, la sécurisation des civils et la protection des populations déplacées, la logistique complexe du retour des 7 millions de déplacés. Le financement estimé atteint 500 millions de dollars pour la diplomatie, la sécurité onusienne et la protection des civils. La phase 2 de DDR massif couvre les années 2 à 5. Les objectifs incluent le désarmement de 300 000 à 400 000 combattants, la démobilisation de 150 000 à 200 000, la réhabilitation de 50 000 à 100 000, incluant la déradicalisation des ADF et de la Codeco et le support PTSD, l'initiation de la réinsertion avec formation et allocation. Les défis majeurs incluent la rétention volontaire des combattants qui résistent, le réengagement dans de nouvelles milices avec fragmentation continue, le financement chroniquement insuffisant, l'insécurité résiduelle avec des poches de groupes armés persistantes. Le financement estimé se situe entre 2 et 3 milliards de dollars, incluant environ 10 000 à 15 000 dollars par combattant pour les allocations, les formations et les infrastructures. La phase 3 de réforme du secteur de sécurité et justice transitionnelle couvre les années 5 à 10. Les objectifs incluent la restructuration complète des FARDC avec vérification de 50 à 70% des effectifs et formation de nouveaux officiers, l'opérationnalisation effective de la Cour militaire pour les poursuites des crimes graves, les commissions vérité décentralisées opérationnelles pour recueillir les récits et recommander des réparations, le cadre légal des amnisties et grâces présidentielles. Les défis majeurs incluent la corruption persistante des FARDC avec un changement de culture institutionnelle lent, la résistance des seigneurs de guerre face aux menaces de poursuite, l'acceptation des communautés avec une satisfaction irréaliste des victimes nécessitant des compromis, les capacités judiciaires faibles nécessitant la formation de procureurs, juges et jurisprudence. Le financement estimé atteint entre 1 et 2 milliards de dollars pour la restructuration des FARDC, plus 500 millions de dollars pour l'infrastructure et les programmes de justice. La phase 4 de stabilisation économique à long terme couvre les années 10 à 30. Les objectifs incluent la création massive d'emplois avec une cible de 9,6 millions par an contre 100 000 actuellement. Le développement des infrastructures incluant routes, électricité, santé et écoles. Le renforcement de la gouvernance locale avec décentralisation de l'État. La formalisation économique avec taxation des secteurs non miniers et bancarisation. L'approfondissement de la réconciliation avec mémoriaux et curricula éducatifs. Les secteurs prioritaires pour la création d'emplois incluent l'agriculture avec l'agroforesterie et la transformation, les mines formalisées avec extraction légale de coltan sous taxation, les technologies de l'information et de la communication avec les services numériques, les énergies vertes avec le solaire et l'hydroélectricité, la construction avec les infrastructures et le tourisme avec l'écotourisme et la culture. Les cibles sont le DDR spécifique pour 500 000 combattants sur 5 ans et l'emploi général de la jeunesse pour plus de 5 millions de jeunes pauvres en initiatives parallèles.
Le financement estimé se situe entre 10 et 20 milliards de dollars pour le développement et non uniquement la sécurité. Le financement total requis se situe entre 15 et 30 milliards de dollars sur la période 2025-2055. Ce plan, aussi rigoureux soit-il, se heurte-t-il au mur de la réalité congolaise? Pour ne pas nourrir de faux espoirs, nous devons confronter nos ambitions aux précédents historiques et aux obstacles politiques. Analysons maintenant probabilité de succès, une évaluation réaliste, afin de déterminer si le scénario d'une paix durable est un horizon atteignable ou une utopie de plus. L'analyse des 25 années de littérature DDR et des comparaisons régionales permet d'établir des probabilités conditionnelles. La question centrale revisitée est la suivante. Comment mettre fin définitivement aux groupes armés en RDC dans un scénario de retrait du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi? La réponse nuancée comporte plusieurs volets. Premier volet, c'est techniquement possible. Les comparaisons avec la Sierra Leone pour 70 000 combattants sur 10 ans, le Burundi pour 60 000 combattants sur 12 ans et le Rwanda pour plus de 200 000 combattants sur 15 ans constituent des preuves empiriques de faisabilité. Le contexte congolais est plus complexe en raison de la fragmentation extrême, de la géopolitique intriquée, de l'économie des conflits et des tensions ethniques. Mais il n'est pas intraitable. Deuxième volet. Ce n'est pas possible via le DDR seul. Les 25 années d'échecs congolais, incluant CONADER 1 et 2, MDRP et PDDRCS, constituent un témoignage explicite. La justice, le dialogue et l'emploi sont des complémentarités nécessaires. Troisième volet. Les conditions critiques sont au nombre de 5. Un cessez-le-feu durable d'au moins 3 ans. Le prérequis rwandais avec la cessation de l'appui au M23. Un financement de 15 à 30 milliards de dollars avec des bailleurs engagés et non fatigués. Un leadership politique congolais fort avec une volonté présente chez Tshisekedi mais une capacité d'exécution fragile. L'acceptation des communautés avec une réconciliation difficile mais essentielle des victimes. Quatrième volet. Le calendrier réaliste est de 20 à 30 ans et non les utopies de 5 à 10 ans souvent proposées par les consultants internationaux. La justification du calendrier se décompose ainsi. La phase de cessez-le-feu nécessite 2 ans. Le DDR massif nécessite 5 ans pour 500 000 combattants. La réforme du secteur de sécurité et la justice transitionnelle nécessitent 5 à 10 ans pour la restructuration des FARDC et l'opérationnalisation de la justice. La stabilisation économique nécessite 10 à 30 ans pour la création d'emplois et la consolidation de la gouvernance. Le chevauchement total avec une mise en œuvre parallèle permet une compression aux années 2 à 10 pour le DDR. La réforme du secteur de sécurité et la justice transitionnelle simultanée, mais fondamentalement, le processus minimum est de 20 à 30 ans. La probabilité globale de succès se décline en 3 scénarios. Le scénario optimiste atteint une probabilité de 65 à 80% si toutes les conditions sont réunies. Le scénario moyen atteint une probabilité de 40 à 55% si quelques conditions sont partiellement réunies. Le scénario pessimiste atteint une probabilité de 10 à 25% si le statu quo persiste avec un Rwanda qui refuse, une fatigue des bailleurs et un leadership congolais faible. Même avec une vision à 30 ans, la paix se joue aussi dans l'urgence des mois à venir. Le calendrier de 2026 s'annonce particulièrement périlleux, avec des mouvements de troupes et des accords diplomatiques encore fragiles. Scrutons ensemble les facteurs émergents 2026, les variables qui peuvent tout changer, pour comprendre comment la situation sur le terrain redéfinit en temps réel l'équation de notre sécurité. L'analyse doit intégrer les facteurs émergents pouvant modifier l'équation. Les facteurs positifs incluent 5 éléments. Le cadre PDDRCS est bien conçu avec des innovations d'intégration de la justice transitionnelle et un focus communautaire. L'exécution est améliorable, mais la conception est solide. L'ordonnance présidentielle 21038 de 2021 a redessiné le DDR
avec une approche communautaire au lieu de la réinsertion individuelle. Un accent sur l'emploi et la formation plutôt que les allocations monétaires pures, une priorité aux enfants soldats et une intégration de la justice transitionnelle avec vérification des crimes graves. Le processus de Nairobi est lent mais en cours. Les processus de Luanda et de Doha offrent des canaux parallèles. Le dialogue Rwanda-RDC existe même s'il est fragile. Les accords de Washington de décembre 2025, malgré les violations immédiates, représentent un cadre de référence. Les organisations de la société civile locale sont mobilisées. Le consensus international reconnaît désormais l'intégration DDR justice transitionnelle par opposition au modèle passé de DDR seul. Les facteurs de risque persistants incluent également 5 éléments. L'incertitude rwandaise demeure le facteur déterminant non résolu. Tant que le Rwanda perçoit un avantage géostratégique, le M23 persistera. Le retrait de la MONUSCO crée un vide sécuritaire dont les conséquences sont incertaines. La résolution 2808 prolonge le mandat jusqu'à décembre 2026 avec l'exigence que tout retrait soit graduel, responsable et basé sur les conditions. La fatigue des bailleurs constitue un pattern historique préoccupant. La capacité du leadership congolais en matière d'exécution reste fragile. La pression démographique de la jeunesse s'accélère avec un déficit de 9,6 millions d'emplois par an. Les développements récents de décembre 2025 sont préoccupants. La prise d'Uvira par le M23 le 10 décembre 2025, moins d'une semaine après la signature des accords de Washington, a provoqué un tollé international. Uvira était le dernier bastion oriental de l'armée congolaise et de ses alliés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2808 condamnant l'offensive du M23 avec le soutien de la force de défense rwandaise et appelant le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais. La déclaration d'un retrait unilatéral d'Uvira par le M23 le 15 décembre a été qualifiée de retrait mis en scène par le gouvernement congolais. Les perspectives pour 2026 restent incertaines. La durabilité des accords de Washington et Doha dépendra de la capacité des parties à traduire les engagements en actions vérifiables sur le terrain. Au terme de cette analyse en 2 parties, l'enjeu réel se dessine au-delà des statistiques et des probabilités. La RDC fait face à une question existentielle. Peut-elle passer d'un terrain de chasse géopolitique à un État souverain irresponsable ? Peut-elle transformer une économie de guerre en économie de paix ? Peut-elle réconcilier des communautés fracturées par 3 décennies de violence ? La paix durable ne viendra pas d'une victoire militaire. Elle viendra de la reconstruction d'un contrat social et économique capable de gérer les contradictions d'une société complexe sans recours à la violence. Le retrait des voisins n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment de vérité pour la nation congolaise. Les experts savent comment procéder. Les cadres DDR existent. Les modèles de justice existent. Les programmes d'emploi existent. Les leçons de la Sierra Leone, du Burundi et du Rwanda sont disponibles. Ce qui reste, c'est de faire l'implémentation, l'engagement, la patience sur 20 à 30 ans. Mais cette volonté doit être collective. Le gouvernement congolais doit affirmer sa propriété des programmes. L'exécution doit suivre. Les bailleurs internationaux doivent s'engager sur le long terme avec des financements prévisibles. Les acteurs régionaux, particulièrement le Rwanda, doivent cesser leur soutien aux proxys armés. La négociation d'un grand bargain est indispensable. Les communautés locales doivent être associées aux décisions. La question que chaque Congolais doit se poser est la suivante. Sommes-nous prêts à investir 20 à 30 ans dans un processus de reconstruction nationale? Sommes-nous prêts à accepter les compromis nécessaires, y compris l'amnistie conditionnelle, pour certains crimes de guerre? Le rapport d'établissement des faits de l'ONU de septembre 2025 est explicite. La responsabilité est partagée.
La paix en RDC n'est pas un rêve impossible. C'est une question de politique, de finances et de volonté. Les 7 millions de déplacés attendent. Les 200 000 femmes violées attendent. L'horloge démographique tourne. Le choix appartient aux acteurs congolais, régionaux et internationaux. Il reste à décider si cette génération investira dans une paix de 30 ans ou si elle lèguera à la suivante un conflit de 60 ans. Au terme de ces deux parties, Inside News Review a tenté de dépasser le cadre des accusations mutuelles et des émotions légitimes pour analyser froidement les conditions d'une paix durable en République démocratique du Congo. Les données sont claires, plus de 130 groupes armés, entre 500 000 et 600 000 combattants, 7 millions de déplacés, un quart de siècle d'échecs des programmes DDR avec des taux de réengagement passant de 40% à 70%, une économie de guerre générant 2 à 3 milliards de dollars par an, une pression démographique de 9,6 millions d'emplois manquants chaque année. Les solutions possibles existent. La bancarisation des soldes militaires, la certification des filières agricoles, la formalisation des zones minières artisanales, les chambres mixtes de justice, l'intégration de la justice transitionnelle au DDR, le support psychosocial, l'engagement de la jeunesse, le dialogue régional à plusieurs niveaux et les solutions impossibles sont identifiées. L'intégration militaire sans vérification, la partition, la victoire militaire totale, la tutelle internationale, le désarmement sans alternative économique. Les dimensions ignorées sont critiques. Le rôle du Rwanda comme condition sine qua non. La pression démographique de la jeunesse. Les enfants soldats comme pathologie structurale. Les femmes combattantes et violées. Les succès partiels sous-exploités. Les conditions critiques sont au nombre de 5. Le cessez-le-feu durable. Le prérequis rwandais. Le financement de 15 à 30 milliards sur 30 ans. Le leadership politique fort. L'acceptation des communautés. Le calendrier réaliste est de 20 à 30 ans, pas 5 à 10 ans. La probabilité de succès varie entre 10% dans le scénario pessimiste et 80% dans le scénario optimiste. Le scénario moyen se situe entre 40% et 55%. Ces chiffres ne sont pas des abstractions. Ils représentent des vies humaines. Des enfants qui ne retourneront pas en brousse. Des femmes qui ne seront pas violées. Des familles qui rentreront chez elles. Des jeunes qui trouveront un emploi plutôt qu'un fusil. La question n'est plus de savoir si la paix est possible. La question est de savoir si nous sommes collectivement prêts à payer le prix de cette paix. C'était Inside News Review. Merci de votre attention.